pour ce cours j'ai choisi le thème du droit de la santé et plus spécifiquement un exemple du droit français et qui est significatif de l'ensemble des droits européens de la santé et ainsi que du droit américain aussi de la santé, donc à travers l'exemple français. Il y a eu, dans les 3 dernières décennies, une grande évolution du droit de la santé en Europe et en France. Une grande évolution sous l'effet de plusieurs facteurs et qui a abouti à révolutionner le droit de la santé en France. Et je vais énoncer ces différents facteurs et leurs conséquences à chaque fois. Le premier facteur de changement, c'est le fait que la relation entre le médecin et le patient a beaucoup changé. Elle n'est plus de la même nature qu'au XXe siècle. Elle a complètement changé parce que, d'abord, c'est le médecin qui a changé. C'est le médecin. Le médecin n'est plus ce qu'on dit dans le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire j'exercerai mon art dans la pureté et j'exercerai mon art de façon désintéressée. Le médecin désormais est une entreprise comme une autre qui a besoin de gagner de l'argent et il a d'autant plus besoin de gagner de l'argent que souvent les honoraires du médecin sont plafonnés par l'État, le prix des soins est plafonné par l'État et donc le médecin est un peu pris en ciseaux entre des revenus qui n'augmentent pas et de l'autre côté des dépenses qui elles augmentent parce que le prix de l'équipement, le prix du matériel augmente. Alors ce médecin lui donc a besoin d'être reconnu, d'autant qu'il a fait souvent 8, 10 années d'études et donc il a besoin d'être reconnu. D'un autre côté, le patient a beaucoup changé également. Le patient aux années 1970, avait une grande confiance dans son médecin, il l'appelait docteur, et il écoutait son médecin, et tout ce que pouvait dire le médecin était la vérité. Maintenant, le patient a changé. D'abord, le patient s'informe par Internet. Le patient se méfie, et il ne va plus chez le médecin en disant « Docteur, qu'est-ce que j'ai ?» Il va chez le médecin en disant « Docteur, j'ai ça ». Et donc après, le médecin doit vérifier, etc. Ça a complètement changé la façon de soigner. Et du coup, c'est significatif du fait que le patient ne veut plus de ce rapport qu'on appelle en français le rapport du sachant à l'ignorant. Le sachant, c'est le médecin. L'ignorant, c'est le patient. Et le patient ne veut plus de cette condescendance où il n'a pas de maturité juridique. Le patient et les associations de patients, ça aussi ça a changé, les patients se sont réunis en association, notamment grâce à Internet, et le patient désormais réclame une grande transparence, il réclame à être associé à la décision médicale, et il a fini par obtenir gain de cause devant le Parlement, avec notamment le vote en particulier d'une loi fondamentale en droit français, une loi du 4 mars 2002, par lequel le Parlement a créé ce qu'on appelle en français la démocratie sanitaire. La même chose s'est produite en Europe et aux États-Unis. La démocratie sanitaire, un seul exemple mais très emblématique, le fait que le patient désormais peut avoir accès à son dossier médical sans avoir à passer par un autre médecin. Il peut avoir son accès directement, de droit, simplement en le réclamant. Et ça, c'est très important parce que ça, effectivement, cette transparence a donné lieu à cette démocratie sanitaire. Le deuxième facteur de changement, ce sont les scandales à répétition, ce qu'on a appelé en français des scandales. Et le premier de ces scandales, assez curieusement, c'est l'affaire du nuage radioactif de Tchernobyl. Ce nuage radioactif, comme vous le savez, s'est produit en 1986 et il a englobé toute l'Europe, mais le gouvernement français, à cette époque, a fait croire à l'ensemble des Français, avec la complicité de médecins, il a fait croire et des experts, il a fait croire à l'ensemble des Français que ce nuage s'était arrêté à la frontière française. Et ça a été le premier grand scandale parce que assez rapidement, on s'est rendu compte que la France avait été touchée par ce nuage comme les autres, mais que la France n'avait pris aucune précaution, contrairement aux autres pays comme l'Allemagne.
Ça, c'est un premier scandale qui a fait beaucoup de bruit et qui a totalement discrédité l'ensemble du corps médical, l'ensemble des experts médicaux et depuis cette époque. C'est quand même le scandale fondateur. Et puis il y a eu d'autres scandales. Le scandale qu'on a appelé le scandale du sang contaminé, c'est-à-dire ce sang contaminé avec le virus du sida qu'on ne savait pas détecter à l'époque, et qui a contaminé énormément de gens, et en particulier les gens qui étaient hémophiles. Ce scandale a fait beaucoup de morts, et là aussi il y a eu des jugements, et il y a eu condamnation de l'État. Je continue l'énumération, mais elle est importante. Il y a eu ensuite le scandale du Distilbène, qui est un médicament qui entraînait la déformation des bébés, et ce médicament a encore des effets, puisque les femmes qui ont pris ce médicament ont eu des bébés déformés, et ces bébés ont eux-mêmes eu des bébés déformés. C'est un scandale qui dure depuis les années 1970. Autre scandale, celui de l'amiante, avec une condamnation de l'État. Un autre scandale, le dernier en date et qui a eu des effets juridiques, c'est le scandale du médicament Mediator, qui a eu des effets très très délétères sur les patients, sur leur cœur notamment, et qui a donné lieu à une responsabilité de l'État. L'État n'a pas vu le problème. Alors, quelles ont été les conséquences de ces grands scandales? Eh bien, tout d'abord, le droit médical, le droit de la santé a été profondément réformé, avec une réorientation de ce droit, une réorientation vers d'abord la prévention. La prévention, on en faisait déjà, et aussi la sécurité. Le terme de sécurité sanitaire est apparu dans les années 1990. Ce terme de sécurité sanitaire est apparu dans une loi à propos du scandale du sang contaminé. Le sang n'était pas sécurisé et il a fallu voter une loi et réformer l'ensemble des institutions pour sécuriser la transfusion de sang et les perfusions de sang. On a aussi obligé, toujours dans l'esprit de sécurité sanitaire, on a aussi obligé les médecins à se former toujours plus parce que la médecine avance toujours plus vite et les médecins n'ont pas forcément le temps de se former. Alors on les a obligés à se former. On a aussi créé des certifications, c'est-à-dire des labels réservés à certaines équipes médicales qui seules peuvent accomplir certaines opérations, les autres ne pouvant pas le faire. Donc, en fait, l'État vérifie que les médecins sont qualifiés pour certaines opérations et tout médecin ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis surtout aussi, ce qui a été réformé, ce sont ce qu'on appelle la police sanitaire, c'est-à-dire énormément d'instruments juridiques entre les mains du gouvernement, des préfets, des maires aussi, des maires de communes, de l'ordre des médecins, etc. Énormément d'instruments destinés à protéger la santé contre les médecins qui feraient mal leur travail. Pas seulement les médecins, les dentistes, les infirmiers, les sages-femmes, bref, tous les métiers de la santé. Et le gouvernement dispose de certaines armes juridiques, notamment un médecin peut être suspendu, c'est-à-dire qu'il n'a plus le droit d'exercer par le préfet. Il peut être certains traitements peuvent être également interdits, notamment en médecine esthétique où il y a beaucoup de médecins qui improvisent des choses et qui peuvent être dangereuses. Il y a des décrets qui interdisent certaines pratiques en médecine esthétique. Il existe aussi des interventions d'urgence. Quand on se rend compte qu'un professionnel de santé, un médecin est dangereux, il peut être suspendu immédiatement par une procédure d'urgence. Tout ça, ce sont des procédures. Je pourrais en citer beaucoup. Je m'arrêterai à une autre procédure qui est celle de suspendre un produit, c'est-à-dire que le préfet, le ministre, mais aussi d'autres autorités peuvent supprimer un produit du marché, le suspendre donc, parce que ce produit pose un problème pour la santé. Donc un renforcement de ce qu'on appelle la police de la santé et une volonté du gouvernement depuis les années 1990 de créer des instruments préventifs, des instruments destinés à éviter les accidents, alors qu'auparavant on intervenait après les accidents de santé. Désormais, il s'agit d'intervenir avant que l'accident de santé se produise. Alors,
Tous ces instruments ont été créés l'idée, enfin avec malgré tout certains excès, puisqu'on est arrivé à un stade où le gouvernement a tellement peur d'être condamné pour des raisons de santé que parfois il surréagit, c'est-à-dire que face à des problèmes ou des troubles qui sont redoutés, eh bien, le gouvernement va déployer énormément de moyens, énormément d'informations, énormément d'instruments, alors que le danger, finalement, soit n'existe pas, soit n'est pas aussi fort que ce qu'on redoutait. Donc, il y a une certaine tension au sein du gouvernement, une certaine surréaction liée à cette peur d'être condamné, et le gouvernement a été très souvent condamné. La deuxième conséquence de tous ces scandales à répétition, c'est que auparavant, on faisait de la veille, on faisait de la prévention sanitaire, c'est-à-dire qu'on connaît un risque et on essaye d'agir contre ce risque. C'est le cas, par exemple, de la vaccination. On sait qu'il existe certaines maladies et on crée un vaccin pour prévenir ces maladies. À cet instrument qui est déjà connu et qu'on a renforcé, on a ajouté ce qu'on appelle la veille sanitaire, c'est-à-dire essayer les cas où on ne connaît pas le risque, mais on va essayer de détecter ce risque. Et le gouvernement a donc créé énormément d'instruments juridiques, des institutions destinées à veiller, c'est-à-dire à surveiller l'état de santé de la population, à faire remonter toutes les informations venant des hôpitaux, des médecins, etc. Faire remonter toutes ces informations, les centraliser et détecter à l'avance un risque. Et une fois que ce risque est détecté, eh bien on passe à la prévention parce que le risque connu, on peut essayer de l'éviter. Mais la veille est en amont de la prévention. La veille consiste à identifier le risque. La prévention consiste à prévenir le risque, à l'empêcher. Et donc on a créé aussi le principe de précaution. Et tout ça a eu des conséquences institutionnelles également. Ce sont les troisièmes conséquences, c'est-à-dire la création d'énormément d'institutions destinées à parer les risques, destinées à intervenir en urgence le cas échéant. Des risques, notamment des établissements qui ont été créés pour créer des réserves de médicaments, créer des réserves de professionnels de santé capables d'intervenir en urgence. On a renforcé les institutions chargées de surveiller les médicaments et surtout, pour terminer, on a renforcé également l'expertise, c'est-à-dire qu'on a mieux contrôlé les experts. Il y avait un gros problème chez les experts en France, c'est que ces experts étaient souvent en conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'ils travaillaient à la fois pour les laboratoires et pour le grand public, pour la prévention. Ça posait un problème, il a fallu réformer l'expertise. C'est un autre débat, mais c'était un débat particulièrement sensible en France, en Europe et ailleurs. Merci.